bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines et le contexte historique Pablo Escobar est né dans une famille modeste au sein de la ville de Rio Negro, en Colombie, au lendemain du deuxième conflit mondial. Son père, Hernán Escobar, était un fermier et vendeur de biens. Et sa mère, Hermilda Gaviria, suivait l'élevage de leur maison, tout en éduquant leurs enfants dans un environnement d'aspiration modeste. Le contexte familial d'Escobar reflétait une Colombie rurale en pleine mutation, marquée par un fort attachement aux racines traditionnelles et par les difficultés économiques persistantes. La famille, bien qu'humble, valorisait le travail acharné et l'ingéniosité, fondement d'une société où le développement industriel restait limité. Au même moment, la Colombie connaissait une période complexe d'instabilité interne, souvent définie par les historiens comme la violencia. Cette époque fut caractérisée par une série de conflits armés entre factions conservatrices et libérales, déclenchés dans les années 50 et s'étendant sur plus d'une décennie. Cette lutte fratricide affecta profondément le tissu social du pays, entraînant déplacements massifs de population et incertitudes économiques. Dans ce climat de tension, la plupart des familles rurales, semblables à celles d'Escobar, cherchaient des moyens de s'adapter aux transformations rapides imposées par une modernisation naissante. En outre, la Colombie des années 60 affrontait une croissance urbaine accélérée. Medellín, ville natale d'Escobar, était en pleine expansion, attirant une population croissante venue des campagnes. Ce phénomène urbain générait des disparités sociales marquées entre quartiers riches et bidonvilles où les inégalités économiques devenaient visibles. Les infrastructures urbaines semblaient incapables de suivre le rythme, ce qui créa un terreau fertile aux activités illégales. Dans ce contexte, la frontière entre légalité et criminalité devenait parfois floue, propice à l'émergence de figures telles qu'Escobar, qui exploitèrent ces failles pour asseoir leur influence. Parmi les facteurs économiques influençant cette situation, se trouvait une dépendance importante aux exportations agricoles traditionnelles, notamment le café, qui constituait la principale ressource nationale. Toutefois, la volatilité des marchés internationaux et la difficulté d'intégrer le pays aux chaînes de production mondiales rendaient cette économie fragile. L'État colombien se montrait souvent impuissant face aux dynamiques réelles du marché et aux mouvements sociaux, provoquant un déficit de gouvernance dans plusieurs régions du pays. Ce vide administratif permit l'expansion de réseaux parallèles, où se mêlaient intérêts économiques et hors-la-loi. La figure de Pablo Escobar ne peut être pleinement comprise sans saisir ces dynamiques contextuelles. Son parcours s'inscrit dans un espace où la loi étatique cohabitait avec des systèmes de pouvoir informels. Il bénéficia d'un environnement social, où les mécanismes de légalité étaient souvent contestés, non seulement par la violence politique, mais aussi par des circulations économiques informelles, notamment le commerce de substances prohibées. Cette réalité complexe fit d'Escobar un acteur à la fois produit et manipulateur d'un système marqué par la dualité entre ordre et désordre. L'éducation et les premières expériences professionnelles d'Escobar reflètent cette ambivalence. S'étant inscrit à l'université, puis abandonnant ses études, il s'engagea dans diverses activités aux marges de la légalité avant de se concentrer sur le trafic de drogue. Son ascension fut rapide, profitant non seulement d'un contexte social propice, mais également d'un sens aigu des réseaux humains. Son charisme et sa capacité à naviguer entre diverses strates sociales lui permirent de construire un empire qui dépassa les frontières nationales, tout en conservant un ancrage dans les réalités locales. Par ailleurs, la culture colombienne de l'époque vénérait souvent les figures charismatiques qui réussissaient malgré les contraintes socio-économiques. Ce phénomène s'explique notamment par une tradition historique de résistance face à des institutions faibles ou perçues comme arbitraires. De ce fait, Escobar fut simultanément diabolisé et idolâtré, incarnant pour certains la possibilité de briser les chaînes de la misère par des moyens controversés. Cette ambivalence reflète une perception sociale partagée où la morale se mêle étroitement aux réalités économiques et politiques. Il convient aussi de rappeler que la région d'Antioquia, berceau d'Escobar, possédait une forte identité locale.
La population y cultivait un sentiment d'autonomie et une méfiance traditionnelle envers le pouvoir central, souvent jugé lointain ou inefficace. Ce contexte régional renforça l'influence des leaders locaux, y compris ceux issus du monde clandestin. Escobar sut capitaliser sur ce sentiment pour légitimer ses actions auprès d'une partie importante de la population, notamment à travers des investissements dans les infrastructures sociales et des gestes de charité soigneusement orchestrés. Enfin, la Colombie de cette époque se trouvait au carrefour de plusieurs influences géopolitiques, entre l'influence américaine et les tensions liées au mouvement révolutionnaire d'Amérique latine. Cette position favorisait des stratégies étatiques variées, oscillant entre répression et négociation avec divers groupes. L'apparition de cartels comme celui d'Escobar s'inscrit dans cette dynamique où l'État tentait, souvent difficilement, de maîtriser des flux économiques illicites devenus des moteurs importants de la société. Ainsi, la complexité du cadre historique permet d'apprécier combien la personnalité d'Escobar fut à la fois un produit de son temps et un agent du changement. La trajectoire de Pablo Escobar s'éclaircit dès lors, grâce à cette analyse des origines et du contexte. Son image ne saurait se réduire à une simple figure criminelle, ni à un héros populaire selon la perspective retenue. En comprenant les racines sociales, économiques et politiques de son époque, on perçoit mieux les mécanismes qui ont conduit à son émergence. Cette approche pose les bases nécessaires à l'étude des événements ultérieurs, où son influence se déploiera à une échelle beaucoup plus vaste et complexe. Le récit continue ainsi, invitant à approfondir le rôle d'Escobar dans la société colombienne et l'impact durable de cette histoire. La montée dans le monde du trafic de drogue Pablo Escobar est né dans une famille modeste de la région de Medellín en Colombie, où il a grandi dans un environnement marqué par les disparités économiques et sociales. Très tôt, il s'est aventuré dans de petites activités illégales, notamment le trafic de cigarettes et de voitures volées, avant de s'intéresser sérieusement au commerce de la drogue. Ce passage du petit commerce au trafic de cocaïne n'a pas été instantané, mais s'est réalisé à travers une série d'opportunités saisies avec pragmatisme et détermination. Durant les années 70, la demande internationale en cocaïne commençait à croître rapidement, alimentant un marché très lucratif. Escobar a reconnu ce potentiel et s'est associé à d'autres acteurs locaux pour organiser des réseaux d'importation de feuilles de coca transformées en poudre. La production se concentrait principalement dans les zones rurales de Colombie, où les groupes armés légers garantissaient la protection des laboratoires et des routes de transport. Les mécanismes du commerce de drogue reposaient sur plusieurs étapes essentielles. Tout d'abord, la culture des feuilles de coca nécessitait un savoir-faire agricole spécifique et une coordination avec les cultivateurs locaux. Ensuite, la transformation en cocaïne pure impliquait l'utilisation de produits chimiques coûteux et un contrôle rigoureux pour obtenir une qualité compétitive sur le marché nord-américain et européen. Enfin, le conditionnement et l'acheminement vers les ports ou les frontières étaient complexes et exigeaient en la corruption systématique des autorités. Escobar a su construire un réseau très efficace en combinant ses connaissances du terrain avec une organisation structurée. Il a mis en place différents niveaux de gestion, du cultivateur au grand exportateur, en passant par les intermédiaires et les logisticiens. Cette structure hiérarchique a permis de minimiser les pertes, d'éviter les saisies et de maximiser les profits. Par ailleurs, il utilisait les avions légers, les sous-marins artisanaux et des voies terrestres sécurisées pour acheminer la cocaïne. L'ascension d'Escobar dans ce milieu n'a pas seulement été facilitée par ses compétences entrepreneuriales, mais aussi par la capacité à offrir une forme de protection sociale à certains quartiers défavorisés. En finançant la construction d'écoles, de terrains de football ou de logements, il a créé un soutien local qui lui assurait une certaine impunité et une image ambivalente, mêlant crainte et admiration. Ce double visage complexifiait la lutte des autorités contre son empire. Il faut aussi noter que le commerce de la drogue se greffait sur des réseaux internationaux très étendus. Escobar s'est appuyé sur des contacts avec des organisations criminelles aux États-Unis, en Europe et en Asie, permettant une distribution rapide et diversifiée. La complexité des flux financiers issus de ce trafic nécessitait des systèmes sophistiqués de blanchiment d'argent, souvent camouflés sous des entreprises légitimes dans le secteur immobilier, industriel ou commercial.
L'importance de Medellín comme centre du trafic de cocaïne est liée à sa position géographique et à la corruption systémique à divers échelons du pouvoir. La police, la justice et certains représentants politiques étaient souvent complices ou sous influence, ce qui facilitait la progression du cartel. Cette complicité a également permis la création d'une économie parallèle dont les bénéfices dépassaient largement les activités licites locales. Ce processus d'expansion s'accompagnait d'une violence croissante, non seulement entre les cartels rivaux, mais aussi entre les forces de l'ordre et les populations civiles. Escobar et son organisation ont su entretenir cette atmosphère de terreur tout en continuant à avancer leurs objectifs économiques. Le rôle des milices privées et des groupes paramilitaires a ainsi été crucial pour protéger les intérêts du cartel et imposer un ordre interne. L'évolution de l'empire d'Escobar illustre bien les dynamiques propres aux grandes organisations criminelles transnationales. La capacité à adapter les stratégies aux nouvelles contraintes légales, à innover dans la logistique et à maintenir une cohésion interne solide sont autant d'éléments déterminants pour sa pérennité. La croissance spectaculaire de son organisation séduisait certains segments de la société, tout en alimentant de profondes douleurs collectives. Enfin, la figure d'Escobar, qui émerge de cette histoire, incarne une zone grise entre le crime organisé et les responsabilités sociales. Si ces méthodes restent condamnables, son ascension révèle aussi les carences structurelles qui ont permis cette situation. La complexité de son rôle dans l'histoire colombienne invite à une réflexion sur les causes profondes du trafic de drogue, ses implications économiques et sociales, ainsi que sur les moyens de le combattre efficacement. Dans ce récit, le parcours du trafiquant s'offre ainsi comme une analyse précise et détaillée du trafic de cocaïne, dépourvu de jugements émotionnels, mais riche d'observations objectives. Cette compréhension claire des mécanismes internes ouvre la voie à l'examen des conséquences politiques et humaines qui seront abordées dans la suite. Le rôle de Medellín et de la région dans le cartel Medellín, capitale du département d'Antioquia, occupe une place centrale dans l'histoire du cartel dirigé par Pablo Escobar. Située dans une vallée majestueuse entourée de montagnes, cette ville s'est développée rapidement tout au long du XXe siècle, devenant un pôle industriel et commercial majeur de la Colombie. Son rôle géographique et social est indissociable de la montée en puissance du trafic de drogue qui a transformé à la fois la région et le pays. Comprendre Medellín, c'est comprendre le terrain sur lequel Escobar a bâti son influence, consolidant un réseau d'activités illégales tout en s'insérant dans le tissu social local. La topographie particulière de Medellín a favorisé ses liens avec les régions productrices de coca, situées dans des zones plus reculées des Andes. La ville servait de plaque tournante pour l'acheminement des drogues vers les ports de la côte caraïbe, notamment Carthagène et Barranquilla, d'où les cargaisons partaient vers les États-Unis et l'Europe. Le trafic s'appuyait ainsi sur une chaîne logistique complexe, où chaque maillon avait une importance stratégique. Medellín représentait également un carrefour où se croisaient diverses routes commerciales légales et illégales, renforçant son rôle de centre névralgique dans le trafic de stupéfiants. Socialement, Medellín était une ville marquée par de profondes inégalités économiques et une forte pauvreté dans certains quartiers périphériques. C'est dans ces zones que Pablo Escobar a su puiser son appui populaire en finançant des infrastructures, des écoles et des installations sportives. Cette stratégie visait à légitimer sa présence aux yeux d'une partie importante de la population qui voyait en lui un bienfaiteur, notamment dans des quartiers délaissés par l'État. Ces initiatives ne peuvent être séparées des moyens par lesquels Escobar consolidait son pouvoir. La distribution de ressources dans des milieux vulnérables contribua à forger un imaginaire où il était perçu parfois comme un héros local. L'économie parallèle alimentée par le cartel offrait une source de revenus considérable pour de nombreux habitants qui, autrement, auraient eu peu d'opportunités d'emploi. Cette réalité a conduit à une implantation durable des activités illicites dans le quotidien de Medellín. Les relations sociales et politiques y ont été profondément influencées par la présence du cartel, avec des alliances informelles nouées entre acteurs locaux, autorités et représentants de la criminalité organisée. La corruption s'est ainsi infiltrée à plusieurs niveaux, modifiant le jeu institutionnel traditionnel et complexifiant la lutte contre le trafic de drogue. Sur le plan historique, Medellín a connu une urbanisation rapide et désordonnée, avec une croissance démographique importante durant les années 60 et 70. Dans ce contexte,
Les institutions municipales et nationales peinaient à répondre aux besoins croissants en infrastructures et services publics. C'est en profitant de ces failles qu'Escobar a pu étendre son influence en proposant des solutions alternatives là où l'État était absent ou inefficace. Ce phénomène d'autodéfense sociale trouve ses racines dans une longue tradition de réseaux communautaires et d'entraide qui caractérise certaines régions colombiennes. Par ailleurs, Medellín était également marqué par une forte tradition d'entrepreneuriat industriel, notamment dans le secteur textile et métallurgique. Ce dynamisme économique contrastait avec les zones plus défavorisées et créait des disparités marquées entre différentes parties de la ville. Le développement économique offrait néanmoins un contexte propice à la circulation de capitaux, ce qui pouvait faciliter le blanchiment d'argent issu du trafic de drogue. Ainsi, la coexistence entre économie licite et illicite se manifestait en permanence, brouillant les lignes entre légalité et criminalité dans les sphères économiques locales. Les institutions policières et judiciaires de Medellín ont été confrontées à une situation complexe, où la puissance financière du cartel limitait leur capacité d'action. La répression ciblait souvent des rangs inférieurs du réseau sans parvenir à atteindre les têtes dirigeantes pendant longtemps. Cette situation a engendré une perception d'impunité partielle, renforçant le sentiment que le cartel pouvait opérer presque en toute liberté sur son territoire historique. Le climat d'insécurité et de violence qui en a découlé a marqué durablement la vie urbaine, affectant les perceptions des habitants et leur rapport à la loi. Culturellement, Medellín est une ville de contraste où se mêlent influences andines, rurales et urbaines. Le trafic de drogue a impacté certains aspects des traditions locales, modifiant par exemple les dynamiques familiales et communautaires. La transformation des espaces publics sous l'influence de la criminalité a également eu des répercussions sur la sociabilité des quartiers. Néanmoins, la ville reste aussi un espace de résilience où de nombreux acteurs ont cherché à reconstruire un tissu social perturbé par les violences et les inégalités associées à l'ère du cartel. En conclusion, Medellín apparaît comme une ville au cœur de la saga d'Escobar, parce qu'elle a offert à la fois un terrain stratégique géographique, un réseau social exploitable et un terreau économique où le cartel a pu s'établir durablement. Son histoire met en lumière les interactions complexes entre développement urbain, inégalité sociale et criminalité organisée. Cette réalité est fondamentale pour comprendre la trajectoire d'Escobar, souvent considérée sous un angle simplifié, et permet de saisir les multiples facettes du personnage et de son impact sur la Colombie. Ce panorama pose les bases pour explorer les ramifications politiques et internationales du cartel, ainsi que les réactions des autorités colombiennes face à cette situation. Il convient de poursuivre en analysant plus en détail les stratégies mises en œuvre par Escobar pour conjuguer pouvoir économique, influence politique et contrôle social dans cette région emblématique. L'économie parallèle et ses effets sur la société. L'économie parallèle s'est imposée au fil des décennies comme une réalité complexe et multidimensionnelle en Colombie. Au cœur de cette dynamique se trouve le trafic de drogue, industrie clandestine qui a profondément bouleversé les structures économiques locales et nationales. L'argent généré par ce commerce illégal a engendré des transformations remarquables, tout en posant de nombreux défis pour le développement durable et l'équité sociale. Comprendre ces effets nécessite une analyse nuancée, loin de toute glorification, mais attentive à la manière dont cette économie informelle s'est enracinée et a modifié le paysage économique. L'impact le plus immédiat de l'argent du narcotrafic s'est fait sentir dans les zones où le contrôle de l'État était faible ou absent. Dans ces régions, les flux financiers issus du trafic ont souvent servi à créer des réseaux d'influence économique alternatifs. Les liquidités abondantes ont permis des investissements dans des infrastructures, des commerces locaux et des emplois informels, générant ainsi une activité économique qui, bien que construite sur des bases illégales, a pu concurrencer les circuits traditionnels. Ce phénomène a contribué à accroître la dépendance de certaines populations envers ces ressources, souvent perçues comme des opportunités de survie en l'absence d'alternatives viables. Sur le plan national, les sommes colossales brassées par le trafic de drogue ont eu un effet quelconque sur les indicateurs macroéconomiques. Il est estimé que cette source de revenus influait sur plusieurs secteurs économiques, comme le secteur immobilier, la construction et le commerce de détail. L'insertion de ces capitaux a parfois nourri une croissance artificielle, accompagnée d'une inflation locale dans les régions concernées.
Cela compliquait la tâche des autorités monétaires et fiscales, qui peinaient à contenir ces dynamiques déstabilisatrices sans moyens adéquats pour traquer et confisquer les biens issus du narcotrafic. Un autre aspect crucial est la formation d'un marché parallèle du travail, où l'économie illégale attire main-d'œuvre et compétences qui auraient autrement été mobilisées dans des activités légales. Cette captation de talents et de ressources humaines freine le développement des secteurs propres et légitimes, créant une dualité structurelle dans l'économie. La coexistence de ces deux mondes économiques, l'un officiel, l'autre clandestin, engendre souvent des distorsions profondes dans la répartition des richesses, augmentant les inégalités sociales et géographiques. Ainsi, les bénéfices économiques du trafic ne se traduisent pas nécessairement par une amélioration équitable des conditions de vie. Par ailleurs, la légitimité acquise par certains acteurs du narcotrafic, qui investissent dans des projets sociaux ou des infrastructures communautaires, complique encore davantage les perceptions et les impacts. Des mythes tendent à émerger autour de figures telles que Pablo Escobar, dépeintes tantôt comme des bienfaiteurs, tantôt comme des criminels impitoyables. Cette ambivalence participe à un clivage social, où une partie de la population admire ou justifie les actions de ces hommes en raison du soutien matériel qu'ils apportent, tandis qu'une autre condamne fermement les conséquences sécuritaires et morales de leur activité. Ce phénomène illustre comment l'économie parallèle peut remodeler les rapports sociaux et la construction identitaire dans certaines communautés. D'un point de vue institutionnel, l'afflux de capitaux illégaux pose d'importants problèmes de gouvernance. Les administrations locales et nationales sont confrontées à une pression constante pour réguler et contrôler ces flux, souvent accompagnés de corruption et d'atteintes aux institutions publiques. Les ressources fiscales manquées et détournées affaiblissent les capacités de l'État à fournir des services essentiels, nourrissant un cercle vicieux où la criminalité économique prospère sur les faiblesses étatiques. Cette situation invite à repenser les stratégies de lutte contre le narcotrafic en intégrant des dimensions économiques et sociales plus larges, allant au-delà de la simple répression pénale. Enfin, il convient de souligner les dynamiques de multiplication et de diversification que l'économie parallèle engendre. Le développement de réseaux internationaux de blanchiment d'argent et la connexion avec d'autres formes d'activités illicites renforcent la complexité du phénomène. Ces interconnexions mondiales exacerbent les défis pour les autorités, qui doivent faire face à des acteurs transnationaux dotés de moyens financiers et technologiques considérables. Ce constat illustre la nécessité d'une coopération internationale renforcée et d'une approche intégrée, combinant mesures économiques, sociales et sécuritaires adaptées aux réalités du terrain. Ainsi, l'analyse des conséquences économiques du trafic de drogue met en lumière un tableau ambivalent. Si ces flux monétaires ont pu impulser des formes d'activité et d'emploi dans certaines régions, ils ont aussi installé des mécanismes de dépendance, d'inégalité et de fragilisation institutionnelle. Comprendre cette dualité est essentiel pour envisager des solutions efficaces et durables, qui visent à intégrer ces territoires marginalisés dans une économie légitime et résiliente. Ces réflexions ouvrent naturellement le chemin vers une exploration plus approfondie des dimensions sociales et culturelles liées à cette réalité complexe. Le personnage public et les actions sociales. Pablo Escobar est une figure dont l'image publique résulte d'une dualité marquée entre des actions criminelles notoires et des initiatives sociales qui ont profondément marqué certaines populations colombiennes. Il est indéniable que sa notoriété ne se limite pas uniquement à ses activités illicites, mais qu'elle englobe également une dimension sociale souvent ignorée ou minimisée. Au cours des années, Escobar a déployé des efforts importants pour améliorer les conditions de vie dans plusieurs quartiers défavorisés, notamment à Medellín, ville où il est né. Ces initiatives contribuent à comprendre pourquoi une large partie de la population lui a attribué un statut quasi mythique, oscillant entre l'image d'un dandy moderne et celle d'un protecteur des démunis. L'une des caractéristiques les plus marquantes des actions publiques d'Escobar repose sur sa générosité apparente à l'égard des communautés locales. Il a investi dans la construction de logements abordables, créant des quartiers comme Villa Hermosa, où de nombreuses familles ont trouvé un toit stable. Par ailleurs, il a financé la construction d'écoles, de terrains de sport et d'églises, éléments essentiels pour renforcer la cohésion sociale au sein de ces quartiers. Ces infrastructures,
bien que construites dans un contexte entaché de violence et de corruption, ont offert une amélioration concrète des conditions de vie pour beaucoup. Cette stratégie lui a permis de s'attacher le soutien et la loyauté d'une population souvent marginalisée par les politiques publiques officielles. Il est également important d'évoquer la manière dont Escobar employait la charité comme un outil politique et social. En redistribuant une partie de sa richesse considérable, il cultivait une image d'homme proche du peuple et généreux. Cette image contrastait fortement avec celle véhiculée par les médias internationaux, focalisée principalement sur les aspects violents et illicites de son empire. En Colombie, il n'était pas rare que sa figure soit perçue comme celle d'un bienfaiteur, capable de rendre justice là où les institutions officielles semblaient défaillantes. Cette ambivalence nourrit un débat complexe dans lequel il est difficile de dissocier les actions positives de leur motivation et des conséquences lourdes de ses activités criminelles. La construction de terrains de football était particulièrement symbolique. Le sport, et surtout le football, représente un élément fondamental de la culture colombienne. En finançant des installations sportives, Escobar offrait non seulement un espace de loisirs, mais aussi un moyen de canaliser l'énergie des jeunes, potentiellement exposés à la délinquance. Cette forme d'investissement social, bien qu'empreinte d'intérêt personnel, a cependant permis de renforcer un sens d'appartenance communautaire et de détourner certains jeunes de trajectoires problématiques. Ces actions s'inscrivaient dans une vision qui articulait pouvoir, contrôle social et image publique. Cependant, la philanthropie d'Escobar ne peut être détachée du contexte violent et illégal dans lequel elle s'inscrivait. Même si ces initiatives sociales ont amélioré certains aspects de la vie quotidienne, elles étaient aussi un outil pour légitimer son autorité dans des territoires où l'État avait souvent perdu contrôle. Cette stratégie complexe créait une forme d'équilibre fragile entre la terreur et la gratitude. D'une part, il entretenait un climat de peur pour imposer sa loi sur le trafic de drogue et la violence. D'autre part, il donnait aux communautés des moyens matériels permettant une forme de résistance sociale. Ce double visage reflète les mécanismes d'une domination exercée par un acteur aussi charismatique que controversé. Les actions d'Escobar dans le domaine social révèlent également une réaction aux structures traditionnelles de pouvoir en Colombie. Dans un pays marqué par une inégalité extrême, où les politiques publiques peinaient à répondre aux besoins des plus pauvres, Escobar a su exploiter ce vide. Son intervention directe auprès des populations les plus vulnérables, bien que motivée par des intérêts personnels et criminels, contribuait à remettre en question le monopole administratif et politique de l'État. Cette posture a façonné une figure ambivalente, capable d'évoquer autant la menace que le secours, en particulier dans les quartiers marginalisés où son influence restait prépondérante. Il est essentiel de comprendre que l'image d'Escobar comme protecteur social s'inscrit aussi dans une tradition colombienne plus large, celle des caciques ou dirigeants locaux. Ces personnages, souvent issus du même milieu populaire, assuraient une forme de leadership par la fourniture de services et de protection à leur communauté. Escobar s'inscrit donc dans cette continuité historique, adaptée à un contexte urbain et moderne marqué par la criminalité organisée. En cela, sa figure brouille les frontières entre le crime et le politique, entre la violence et la justice sociale, selon des critères propres à une certaine réalité socio-culturelle colombienne. Notamment, le mythe que Pablo Escobar s'est construit autour de lui-même correspond à un récit où l'homme humble du quartier s'érige en protecteur de ses pairs contre les injustices vécues. Il a utilisé cette image pour renforcer son pouvoir et construire une légitimité alternative auprès d'une population souvent laissée pour compte. Le recours à la charité et à la construction d'infrastructures était non seulement une réponse à des besoins concrets, mais aussi une opération symbolique dont l'objectif était de créer un capital social difficilement contestable. Ce capital social a joué un rôle clé dans la longévité de son influence malgré la pression des autorités. Par ailleurs, les initiatives d'Escobar étaient soutenues par une communication soigneusement orchestrée. La diffusion d'histoires valorisant ses dons et sa générosité renforçait son image publique au sein des cercles populaires, tout en atténuant la perception de sa violence. Cette communication participe à la formation d'une légende urbaine, dans laquelle se mêlent faits et représentations idéalisées. L'écart entre la réalité brute des activités criminelles et l'image de pionnier social souligne la complexité du regard porté sur sa personne, tant dans les milieux populaires
que dans les sphères politiques et médiatiques. Dans cette perspective, la philanthropie de Pablo Escobar peut être analysée à travers le prisme d'une stratégie d'État parallèle. Ses actions sociales semblaient imiter, voire remplacer, celles de l'État formel, offrant une alternative de gouvernance à la population locale. Cette dynamique a permis d'exercer un contrôle informel sur un grand nombre de personnes, leurs efforts favorisant l'adhésion passive voire active à son autorité. Ce modèle illustre comment la criminalité organisée, dans certains contextes, peut se trouver imbriquée dans des formes de régulation sociale non conventionnelles. Enfin, les conséquences de cette ambivalence restent visibles dans la mémoire collective colombienne. La figure d'Escobar continue de susciter débats et controverses, oscillant entre condamnation nette et admiration ambivalente. Son rôle dans la transformation urbaine de quartiers marginaux par ses actions sociales ne peut être dissocié de son implication dans une violence généralisée dont beaucoup ont souffert. La complexité de cette double réalité invite à une analyse nuancée, qui ne se limite ni à la glorification ni à la condamnation simpliste. Ce regard équilibré permet d'appréhender le phénomène Escobar dans toute sa profondeur et sa contradiction, menant naturellement à l'étude de l'impact durable de son règne sur la société colombienne contemporaine. Les relations avec le pouvoir politique et la corruption, les relations complexes entre Pablo Escobar et le pouvoir politique, constituent un volet essentiel pour comprendre l'ampleur de son influence en Colombie. Dès ses premiers pas dans le monde du crime organisé, Escobar a su établir des liens ambigus avec diverses institutions et acteurs politiques. Ces rapports ne se réduisaient pas seulement à des échanges financiers, mais s'inscrivaient dans un système de corruption systématique qui a permis à son empire de prospérer sans être directement confronté aux forces de l'ordre. L'importance des mécanismes de corruption apparaît dès que l'on examine la façon dont Escobar a obtenu une quasi-immunité dans certaines régions du pays. Le narcotrafiquant utilisait une stratégie fondée sur le versement de pots de vin à plusieurs échelons administratifs. Les policiers locaux, certains juges et membres de l'exécutif se trouvaient souvent dans un contexte où, faute de salaire décent, ils devenaient réceptifs aux offres financières de l'organisation. Cette réalité a engendré un véritable réseau d'interdépendance où la frontière entre le crime et la fonction publique devenait floue. Les conséquences de ce système de corruption dépassaient la simple protection juridique, puisqu'il influençait aussi des décisions politiques majeures. Plusieurs enquêtes ont révélé qu'Escobar entretenait des relations avec des membres du Congrès colombien qui, souvent, profitaient de son argent pour financer leurs campagnes électorales. Ce soutien financier était réciproque, puisqu'il assurait aux trafiquants une couverture législative contre les initiatives visant à renforcer la lutte anti-drogue. Toutefois, l'opacité de ces alliances fragilisait les institutions démocratiques du pays. Souvent, la faiblesse des contrôles internes et l'absence de sanctions réelles permettaient à ces pratiques de perdurer sans remise en cause majeure. La figure même de Escobar incarne cette ambivalence entre rejet populaire et admiration dans certains milieux. En offrant de l'argent aux populations pauvres, il jouait sur un registre de bienfaiteur, là où les autorités publiques étaient perçues comme défaillantes. Cette posture a nourri un mythe autour de sa personne, combinant à la fois crainte et respect. Pourtant, derrière cette image, les structures de pouvoir politique étaient largement compromises, rendant la lutte contre le trafic de drogue d'autant plus difficile et inefficace. Un autre aspect important de cette collaboration tacite concernait l'utilisation d'un système de pression et de menaces à l'encontre des opposants politiques et des membres du gouvernement. Escobar ne reculait pas devant les violences physiques et les assassinats ciblés pour éliminer ceux qui se montraient trop intraitables dans la guerre contre le narcotrafic. Cette stratégie de terreur favorisait un climat de peur généralisé, dissuadant les autorités de s'engager pleinement contre ces activités criminelles. Cette méthode renforçait implicitement la complicité entre certains fonctionnaires et Escobar. Les liens d'Escobar avec le parti politique local, et parfois avec des figures influentes de la droite et de la gauche colombienne, démontrent une capacité à manipuler les courants politiques variés. Il cherchait ainsi à diviser ses opposants et à exploiter les conflits internes pour maintenir son pouvoir. Ces manœuvres politiques, bien que parfois discrètes, s'inscrivaient dans une stratégie réfléchie visant à pérenniser son contrôle territorial. Il s'agissait d'une forme indirecte de gouvernement parallèle appuyé par la corruption
et la violence. Au-delà des frontières nationales, ces relations ambivalentes avec l'autorité publique se reflétaient aussi dans la sphère internationale. L'ampleur de l'impunité dont bénéficiait Escobar éveillait souvent le scepticisme des partenaires étrangers, notamment des États-Unis. Cependant, des dynamiques diplomatiques complexes empêchaient une action coordonnée, rapide et efficace. La capacité d'Escobar à infiltrer certains réseaux politiques internationaux témoigne d'une sophistication remarquable dans la gestion de ses contacts corrompus. Cette dimension mondiale accentuait son influence tout en compliquant la résolution du problème au niveau national. En examinant plus en détail les pratiques de blanchiment d'argent, on constate qu'elles passaient fréquemment par des institutions bancaires locales, bénéficiant d'une réglementation souple et d'une surveillance limitée. Ce système d'intégration de fonds illicites au circuit économique légal renforçait indirectement les complicités entre Escobar et des fonctionnaires peu scrupuleux. Par ailleurs, les investissements dans des infrastructures publiques ou dans des domaines agricoles permettaient de dissimuler l'origine criminelle des sommes en jeu. Ces manœuvres avaient pour effet de stabiliser son réseau en lui assurant des ressources durables. La gestion politique du phénomène Escobar a aussi impliqué une série de réformes législatives, souvent éphémères, insuffisantes ou détournées. Des lois ont été adoptées avec l'objectif de renforcer la répression, mais elles demeuraient rarement appliquées de manière ferme. Cette contradiction reflète le jeu complexe entre volonté politique, pression de l'opinion publique et intérêt personnel des responsables. Le poids des enjeux économiques liés au trafic de drogue, ainsi que la peur généralisée, ont ralenti le processus de réforme institutionnelle au profit d'une continuité dans les compromissions. L'influence d'Escobar sur certaines structures judiciaires est également un élément déterminant. Des procureurs et juges ont été victimes de menaces ou ont accepté des arrangements de protection contre rémunération. Ce climat de durcissement progressif des rapports entre institutions et criminels illustre une lutte déséquilibrée où le système judiciaire se trouvait souvent dépassé. La fragilité institutionnelle alimentait ainsi un cercle vicieux d'impunité et d'expansion des activités illicites. Malgré quelques tentatives individuelles de résistance, les pouvoirs publics peinaient à s'affirmer pleinement. Il est crucial de souligner l'impact que ces relations ont eu sur la perception de la légitimité de l'État colombien. La présence d'un personnage comme Escobar, capable d'influencer des sphères variées du pouvoir, affectait profondément la confiance des citoyens envers leurs représentants. Ce phénomène a contribué à une détérioration du contrat social et à une montée des tensions sociales dans certaines régions du pays. La division entre les partisans de la loi et ceux attirés par la figure du narcotrafiquant a créé un clivage durable qui a marqué durablement la société colombienne. Des analyses historiques montrent que cette complicité ambivalente entre Escobar et les pouvoirs publics ne se limitait pas à la Colombie. Elle s'inscrivait dans un contexte plus large de conflits d'intérêts où certains États et acteurs internationaux toléraient ou favorisaient parfois indirectement le développement du trafic de drogue. Les enjeux géopolitiques et économiques contribuaient à maintenir cette situation. Ce cadre explique en partie la difficulté à contenir l'expansion de cartels puissants bénéficiant de réseaux de soutien étendus, à la fois au plan local et global. En somme, la relation d'Escobar avec le pouvoir politique incarne un phénomène complexe mêlant corruption, intimidation, complicité tacite et stratégie politique habile. Cette dynamique a permis aux narcotrafiquants de consolider son empire tout en affaiblissant les institutions publiques. La persistance de ces mécanismes a rendu la lutte contre le trafic de drogue particulièrement ardue et a laissé des traces profondes dans l'organisation politique et sociale de la Colombie. Le poids de cette histoire continue de peser sur la mémoire collective et sur les défis actuels du pays. Cette analyse des liens entre Escobar et les institutions fait apparaître un tableau nuancé où les frontières entre criminalité et pouvoir deviennent parfois indistinctes. L'étude des réseaux de corruption souligne l'importance de renforcer les mécanismes de transparence pour éviter de telles dérives. Le parcours d'Escobar témoigne aussi des conséquences tragiques qui résultent du mélange des intérêts économiques illégaux et du jeu politique. Il invite enfin à une réflexion critique sur les moyens à déployer pour restaurer la confiance et garantir le respect de la loi. Au terme de cette exploration, il apparaît clair que les relations entre Escobar et le pouvoir politique sont certes complexes, mais essentielles pour comprendre les dynamiques du trafic de drogue. Cette compréhension prépare le terrain pour aborder le rôle des forces de l'ordre et des interventions judiciaires dans l'effort de démantèlement du cartel.
Le chemin vers la justice et la restauration de l'état de droit repose sur la reconnaissance et la rupture de ces complicités enracinées. La suite de cette histoire révélera les efforts et obstacles rencontrés dans cette lutte déterminante. Les mythes entourant Pablo Escobar. Les récits qui entourent la figure de Pablo Escobar sont nombreux et variés, mêlant faits historiques, exagérations et mythes. Dans cette analyse, il convient de distinguer ce qui relève de la réalité documentée de ce qui appartient à l'imaginaire collectif, souvent nourri par les médias et la culture populaire. Cette complexité contribue à l'image ambivalente d'Escobar, perçu tour à tour comme un monstre implacable et un héros auprès de certaines communautés. À l'origine de cette image se trouve le contexte socio-économique de la Colombie dans la seconde moitié du XXe siècle. Escobar a émergé dans un pays marqué par des inégalités profondes, une économie instable et des institutions fragiles. Ces circonstances ont facilité l'ascension d'un individu qui combinait efficacité entrepreneuriale et recours à la violence. Ce cadre historique est essentiel pour comprendre les dynamiques qui ont alimenté à la fois la peur et l'admiration envers lui. Certaines histoires attribuent à Escobar des actes de générosité extrême, comme la construction de logements pour les pauvres ou la distribution de ressources dans les quartiers défavorisés. Il s'agit ici d'une véritable légende qui reflète une réalité partielle, où utilité sociale et opportunisme politique se mêlent. La popularité qu'il a pu obtenir auprès des plus défavorisés est liée à cette stratégie, qui visait à renforcer son pouvoir et sa protection locale. Parallèlement, il existe des récits qui jouent sur la perception d'Escobar comme un ennemi public. De nombreux témoignages font état de violences extrêmes, d'assassinats ciblés et d'une influence corruptrice sans précédent sur les institutions. Ces faits sont bien documentés, et ils alimentent la vision d'un homme dont la coalition avec la criminalité organisée a profondément déstabilisé l'État colombien. La réalité de ces actions est souvent démontrée par les archives judiciaires et les enquêtes officielles. Les représentations culturelles, notamment dans le cinéma et la littérature, ont fortement contribué à la mythification d'Escobar. Elles tendent parfois à romancer son parcours, insistant sur son intelligence stratégique et sa mission autoproclamée de protecteur du peuple. Cette narration romancée participe à la confusion entre ce qui relève du mythe et ce qui est effectivement un processus historique complexe. Et elle alimente la fascination persistante pour cette figure controversée. Il faut également mentionner que la légende d'Escobar a pris une dimension internationale, dépassant largement les frontières colombiennes. La diffusion de séries télévisées et de documentaires a étendu cette notoriété, parfois au détriment d'une analyse rigoureuse des faits. L'impact de cette médiatisation est double. Elle fait connaître une partie des réalités du trafic de drogue et de ses conséquences, mais elle peut aussi minimiser la gravité des exactions commises en les intégrant dans une narration spectaculaire. Les constructions mythiques autour d'Escobar sont ainsi des produits d'un contexte social, politique et médiatique particulier. Elles répondent à des besoins divers, qu'il s'agisse de comprendre un phénomène complexe, de chercher des coupables ou de s'identifier à une figure porteuse d'espoir face à la marginalisation. Cette ambivalence illustre la difficulté à saisir entièrement le personnage en tenant compte de toutes ses facettes. Un autre aspect important concerne la mémoire collective en Colombie. Dans certaines régions, Escobar est encore perçu comme un symbole de résistance ou d'identité locale, alors que dans d'autres, il est rejeté comme l'incarnation des pires violences. Ces perceptions multiples rendent difficile l'élaboration d'une mémoire nationale unifiée, propre à favoriser une réflexion critique et apaisée sur le passé récent. Enfin, la figure d'Escobar questionne les notions de justice et de pouvoir. Il incarne une forme de pouvoir parallèle, fondée sur la peur autant que sur la récompense, qui a défié l'autorité de l'État et les règles légales. Cette dynamique soulève des enjeux complexes autour des mécanismes de domination, des limites du système judiciaire et des conditions dans lesquelles certains individus parviennent à contester un ordre établi. Ainsi, le mythe d'Escobar ne peut être compris qu'au prisme des tensions sociales qui l'ont vu apparaître, des stratégies qu'il a mises en place et des représentations multiples qui ont été produites autour de son image. Cette compréhension nuancée permet d'aller au-delà des clichés et d'apprécier la complexité d'un phénomène qui continue d'influencer la société colombienne et son histoire contemporaine. Cette exploration critique ouvre la voie
à une discussion approfondie sur les conséquences durables de cette période sur la Colombie d'aujourd'hui et sur les défis auxquels le pays est confronté pour surmonter les séquelles d'un passé marqué par la violence et la criminalité organisée. Poursuivons donc notre enquête en examinant les transformations sociales postérieures à l'ère Escobar, la lutte contre le trafic et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre colombiennes et les unités militaires ont dû faire face à un défi d'une ampleur sans précédent avec l'ascension de Pablo Escobar et de son organisation. Cette lutte contre le trafic de drogue n'était pas seulement une affaire de répression policière classique, mais un véritable conflit aux multiples dimensions, nécessitant une coordination complexe entre agences nationales et internationales. Les autorités s'efforçaient d'étouffer un réseau devenu quasiment indétrônable, qui avait su s'enraciner dans différents secteurs de la société colombienne. Escobar, en bâtissant son empire, avait développé une structure organisationnelle sophistiquée, offrant à ses hommes des ressources considérables, des moyens financiers immenses et une capacité à corrompre des fonctionnaires à tous les échelons. Cela créait une situation où la guerre contre le cartel ne pouvait être remportée uniquement par la force. Chaque opération policière se heurtait à des obstacles majeurs, et souvent à des défaites coûteuses, car les trafiquants étaient rapidement alertés et capables de se replier sans laisser de traces. La collaboration internationale jouait un rôle essentiel dans cette lutte anticipée de longue date. Les agences, telles que la DEA américaine, apportaient un soutien technique, des renseignements et un appui opérationnel. Néanmoins, ce soutien extérieur devait s'inscrire dans un contexte politique local complexe, où les intérêts divergents des différentes factions limitèrent parfois l'efficacité des interventions. La stratégie adoptée combinait des actions ciblées contre les capitaines du cartel avec des efforts visant à démanteler les circuits de blanchiment d'argent qui alimentaient la machine criminelle. Les forces armées colombiennes ont également mobilisé des milliers d'hommes pour sécuriser des zones où l'influence du cartel était forte. Elles réalisaient des opérations de grande envergure dans les régions rurales souvent difficiles d'accès, où le narcotrafic s'était implanté. Ces combats, souvent violents, mettaient en lumière la nature presque militaire des combats contre ce réseau. Cependant, la complexité du terrain, les relations tissées avec la population locale et les systèmes d'alerte sophistiqués du cartel rendaient chaque mission périlleuse et incertaine. Un des aspects les plus délicats résidait dans la perception ambivalente de Pablo Escobar par une partie de la société colombienne. Il était parfois perçu, notamment dans les quartiers pauvres, comme un véritable bienfaiteur, celui qui offrait des opportunités économiques là où l'État était absent. Cette popularité locale compliquait les opérations des forces de l'ordre. L'arrestation ou la neutralisation de membres du cartel pouvait susciter des réactions hostiles, voire des actes d'intimidation à l'encontre des autorités. Par ailleurs, les limites des moyens légaux et judiciaires devenaient évidentes. La corruption et l'infiltration du cartel au sein de certaines instances rendaient complexe la capture et la poursuite judiciaire des principaux acteurs. La fragilité du système judiciaire exposait la difficulté réelle à traduire en justice des criminels disposant d'armées privées et de réseaux de soutien puissants. Cette impunité apparente renforçait le sentiment d'invulnérabilité du groupe d'Escobar. L'intérêt stratégique de cette guerre ne se cantonnait pas à la Colombie. Les États-Unis cherchaient à limiter l'exportation massive de cocaïne qui affectait leur territoire. Cette volonté se traduisait par un engagement continu dans la région, y compris par le biais de pressions diplomatiques et d'assistance technique. Toutefois, cette implication internationale prenait parfois la forme d'une ingérence non souhaitée, alimentant un sentiment nationaliste et des critiques envers le gouvernement et ses partenaires étrangers. La guerre déclarée contre le cartel mobilisait donc un large éventail d'acteurs, dans un environnement où chaque victoire était tempérée par de nouvelles menaces. La complexité du réseau et la capacité d'adaptation rapide du groupe criminel rendaient la tâche particulièrement ardue. Ces conditions ont conduit à des stratégies renouvelées, mêlant intelligence, forces spéciales et coopération transnationale, cherchant à anticiper et neutraliser les activités illicites. L'impact humain de ce conflit se traduisait aussi par un coût élevé en vies humaines. Les affrontements armés entre les forces de l'ordre et les membres du cartel faisaient fréquemment des victimes parmi les militaires, policiers et civils pris dans la tourmente. Cette dimension tragique soulignait l'intensité et la brutalité d'un combat
dont les retentissements dépassaient largement les frontières nationales. En parallèle, la guerre contre Pablo Escobar soulevait des débats sur les limites de la répression et sur la nécessité d'une approche plus globale. Comprendre les racines du narcotrafic, incluant la pauvreté, les inégalités et les failles institutionnelles, apparaissait comme un enjeu fondamental. La seule action punitive ne pouvait suffire à éradiquer un mal qui s'enracinait profondément dans la structure sociale. Malgré les efforts coordonnés, le réseau demeurait capable de résister, exploitant la faiblesse de l'État dans certains territoires éloignés. La mise en œuvre d'actions ciblées laissait fréquemment entrevoir la persistance d'un problème plus large, relevant d'une lutte complexe entre développement, sécurité et justice. La recherche d'un équilibre entre répression et prévention devenait essentielle pour espérer un changement durable. Les forces armées et policières ont mis en place des unités spéciales dédiées au combat contre le cartel, combinant expertise tactique et connaissances approfondies du terrain. Ces équipes travaillaient en étroite collaboration avec les services de renseignement afin d'anticiper les déplacements et la logistique des trafiquants. Parfois, ces missions permettaient d'intercepter d'importantes cargaisons ou de démanteler des laboratoires clandestins, révélant l'ampleur industrielle du trafic. La colonisation du territoire par le cartel passait aussi par la corruption systématique. Escobar avait su infiltrer l'administration locale, certains agents publics, voire des membres des forces de l'ordre elles-mêmes. Cette emprise compliquait la situation en créant des réseaux parallèles de protection, rendant difficile l'identification des véritables ennemis au sein même des institutions censées défendre la loi. Ce contexte instaurait un climat d'incertitude où la confiance envers la justice devenait fragile. De nombreux dossiers judiciaires étaient sabotés ou passaient à la trappe, laissant de larges zones d'impunité. Pourtant, certains magistrats et policiers investissaient sans relâche leurs efforts pour faire respecter l'ordre, malgré les risques personnels élevés encourus. Leur détermination témoigne de la complexité d'un combat mêlant aspects juridiques, politiques et sécuritaires. Dans cette guerre, la technologie jouait un rôle non négligeable. L'utilisation de moyens modernes, tels que la surveillance aérienne et les écoutes, permettait de collecter des renseignements précis. Ces outils offraient une meilleure maîtrise des opérations et facilitaient la planification des interventions. Cependant, la guerre électronique trouvait ses limites devant l'ingéniosité d'un cartel capable de s'adapter rapidement aux avancées technologiques. L'intégration de la lutte contre les trafics dans une politique globale de sécurité publique marquait une étape importante. L'approche devait dépasser la dimension strictement répressive pour inclure des actions de prévention, d'éducation et de développement social. Sans cela, le risque de reproduction des mêmes schémas criminels restait élevé, surtout dans les zones les plus vulnérables. Il faut également considérer les initiatives internationales qui visaient à harmoniser les efforts des différents pays impliqués dans la lutte contre le narcotrafic. La coordination de ces actions réduisait les failles transfrontalières souvent utilisées par les trafiquants pour multiplier et diversifier leurs routes. L'échange d'informations entre les agences s'avérait crucial pour agir de manière concertée et efficace. La guerre contre le trafic orchestrée par Escobar illustre une réalité où les défis sont multiples et où aucun acteur ne peut prétendre à une victoire isolée. Il s'agit d'un affrontement global qui implique des engagements répartis sur plusieurs fronts, traitant autant les aspects opérationnels que sociaux ou judiciaires. Cette complexité demeure un élément central à garder en tête lorsque l'on analyse ces événements historiques. L'écho de ce combat se répercute encore aujourd'hui dans les débats relatifs à la sécurité et à la justice en Colombie. Les séquelles de cette époque marquent profondément la société et la mémoire collective, modelant les politiques contemporaines de lutte contre le crime organisé. Il apparaît alors indispensable de tirer les leçons de cette expérience pour mieux construire l'avenir. Ainsi, la lutte contre Pablo Escobar et son organisation demeure un exemple poignant des difficultés rencontrées face à un réseau criminel puissant et enraciné. Les forces de l'ordre ont démontré courage et persévérance. Pourtant, la question de la stabilité sociale dans un contexte marqué par la violence et la corruption persiste. Ce constat conduit à repenser les stratégies en intégrant une vision globale plus humaine et durable. À travers l'analyse de cette campagne contre le trafic de cocaïne, sont également mis en lumière les enjeux géopolitiques et économiques sous-jacents. Le narcotrafic n'est pas un phénomène isolé,
mais un maillon d'un système mondial complexe où les intérêts étatiques et privés se croisent parfois de manière ambiguë. Comprendre ce contexte est indispensable pour appréhender pleinement les multiples facettes de la lutte. L'expérience colombienne démontre que les mérites d'une action concertée doivent s'accompagner d'une forte implication locale. La réussite d'une telle opération repose sur la restauration de la confiance dans les institutions et sur le renforcement des capacités à long terme. Seule une construction patiente et rigoureuse peut espérer remporter un combat aussi difficile. Finalement, la mémoire collective porte souvent une interprétation ambivalente, à la fois reconnaissance et condamnation. Cette dualité reflète la complexité humaine au cœur de ce phénomène, où s'entremêlent intérêt, peur et espoir. La recherche d'une paix durable nécessite ainsi de dépasser les apparences pour envisager des réponses adaptées à cette réalité plurielle. C'est donc en comprenant les actions des forces de l'ordre dans ce contexte extrême, ainsi que les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, que l'on peut saisir pleinement l'enjeu de ce combat historique. La stratégie, la persévérance et la nécessité d'une vision globale sont des leçons qui continuent d'influencer les approches contemporaines contre le crime organisé. En envisageant cette chronologie complexe, il devient évident que les succès ponctuels restent fragiles sans un appui social et institutionnel solide. Le défi pour les forces de sécurité était non seulement de neutraliser Escobar, mais aussi de reconstruire un tissu intérieur capable de résister aux tentatives de déstabilisation future. C'est dans cette perspective que s'ouvre la réflexion suivante. La chute et la mort de Pablo Escobar. Dans les années qui précédèrent ta mort, les forces de l'ordre colombiennes furent soutenues par des agences étrangères telles que le Federal Bureau of Investigation et la Drug Enforcement Administration des États-Unis. Ces collaborations multiplièrent les ressources disponibles pour traquer Escobar. Parallèlement, la société colombienne, affectée par la violence engendrée par le narcotrafic, alimenta un consensus de plus en plus clair en faveur de sa neutralisation, créant un climat où son arrestation devint une priorité nationale. Les stratégies employées contre Escobar combinèrent des moyens policiers classiques à des opérations militaires sophistiquées. L'utilisation de renseignements humains, soutenus par des écoutes électroniques et des surveillances discrètes, permit de localiser progressivement ces repères cachés dans les montagnes et les zones urbaines de Medellín. Parmi les approches les plus marquantes figurent également le recours à des unités spécialisées dans la contre-insurrection et la lutte antidrogue, qui bénéficièrent d'équipements modernes et d'un entraînement intensif. Les dynamiques internes du cartel de Medellín contribuèrent également à affaiblir son chef. Des dissensions émergèrent avec d'autres figures du trafic de drogue qui préféraient une approche plus discrète et moins violente. Ces tensions engendrèrent des fuites d'informations essentielles qui corroborèrent les efforts des forces de l'ordre. En outre, la stratégie d'Escobar consistant à s'autoproclamer protecteur du peuple, par le biais de donations et constructions dans les quartiers défavorisés, ne suffit pas à contenir l'hostilité grandissante à son égard. Au cours de son exil à la cathédrale, une prison qu'il avait lui-même fait construire, Escobar conserva un certain pouvoir, mais perdit une partie de son influence directe sur les opérations du cartel. Cette période fut marquée par des négociations entre le gouvernement et Escobar, tentant d'obtenir sa reddition officielle pour changer son statut. Cependant, la méfiance mutuelle et les conditions imposées par l'ancien narcotrafiquant compliquèrent ces discussions. L'évasion d'Escobar de la cathédrale accentua la pression sur les autorités. Dès lors, une chasse à l'homme majeur fut lancée, impliquant un déploiement accru de forces et des opérations dans des zones difficiles d'accès. La complexité de ce traque résidait dans le soutien que le narcotrafiquant continuait à recevoir dans certaines communautés, où il apparaissait toujours comme une figure protectrice. Cette dualité ajouta une dimension sociale à cette quête, opposant la nécessité de rétablir l'ordre à la réalité des réseaux locaux. Le 16 décembre 1993, après plusieurs semaines de recherche intensive, Escobar fut localisé dans un quartier de Medellín. L'opération fut menée par la police colombienne avec l'appui des forces spéciales. Selon les rapports, l'intervention se déroula dans un immeuble modeste, où Escobar tenta de fuir par le toit. Les échanges de tirs furent brefs mais fatals, entraînant la mort du narcotrafiquant. Cet épisode mit fin à plus d'une décennie de lutte et de violence associées au trafic de drogue. La mort d'Escobar
fut à la fois un soulagement et un tournant pour la Colombie. Elle permit de revoir les stratégies de lutte anti-drogue et entama un processus de reconstruction sociale dans certaines régions affectées par la guerre des cartels. Néanmoins, l'héritage d'Escobar demeure complexe. Certains continuent à le percevoir comme un symbole de résistance contre l'État, tandis que d'autres soulignent les conséquences dévastatrices de ses actions. Cette figure a également profondément marqué la culture populaire, en inspirant films, séries et analyses historiques, qui tentent de déchiffrer les multiples facettes de son personnage et de son empire. Loin d'être un simple trafiquant, Escobar incarne un phénomène sociopolitique unique où pouvoir, violence et mythe s'entrelacent. La compréhension de sa chute ouvre ainsi une fenêtre sur les tensions profondes qui traversent la Colombie et les défis persistants liés à la criminalité organisée. La suite de cette réflexion proposera d'examiner les conséquences à long terme de cette époque sur la société colombienne, notamment en ce qui concerne les évolutions légales, économiques et culturelles qui ont découlé de la fin du cartel de Medellín. Cette analyse permettra d'appréhender plus largement comment un pays confronté à de telles épreuves peut envisager la reconstruction et la réinvention de son identité. Les conséquences sur la Colombie après Escobar. Les répercussions de la disparition de Pablo Escobar sur la Colombie se manifestent à plusieurs niveaux, influençant profondément la société, l'économie et la structure du trafic de drogue. Sa mort, survenue au début des années 90, marque un tournant significatif dans l'histoire contemporaine du pays. D'un côté, elle met fin à la période d'irrésistible pouvoir de son cartel, mais de l'autre, elle laisse derrière elle un vide complexe, difficile à combler. Ce vide entraîne une reconfiguration des relations entre les acteurs du narcotrafic, ainsi qu'une évolution des réponses étatiques face à ce fléau. Sur le plan social, la mort d'Escobar ne signifie pas automatiquement la fin de la violence ni de l'insécurité. Au contraire, l'éclatement de son organisation en factions rivales entraîne une montée en puissance de groupes plus petits, mais tout aussi violents. La fragmentation du cartel est accompagnée par une compétition féroce pour le contrôle des routes de la drogue, exacerbant les conflits internes et locaux. Il en résulte une difficile pacification des territoires, malgré les efforts continus des forces de l'ordre et de la justice. Par ailleurs, le mythe d'Escobar, à la fois diabolique et populaire, influence toujours la mémoire collective et les représentations culturelles, contribuant à une ambivalence persistante dans la société colombienne. L'impact économique se fait également sentir sur différents fronts. Le cartel de Medellín avait créé une forme parallèle d'économie, basée sur une circulation massive de capitaux issus du narcotrafic. La chute d'Escobar entraîne une redistribution de ses ressources qui alimente proportionnellement d'autres groupes et réseaux, notamment ceux implantés dans les régions moins centrales. Les tentatives du gouvernement pour intégrer ces marchés illégaux au circuit économique légal sont souvent entravées par la corruption et l'influence persistante des acteurs du crime organisé. Toutefois, l'effondrement du cartel favorise une remise en question des stratégies de développement économique axées sur la justice sociale, la création d'emplois et la réduction des inégalités, alors considérées comme des remèdes possibles à la prolifération de la criminalité. Dans le domaine juridique, la disparition d'Escobar ouvre la voie à une série de réformes destinées à renforcer l'appareil judiciaire et la coopération internationale. Face à l'ampleur des défis posés par le trafic de drogue, la Colombie travaille avec diverses institutions étrangères pour améliorer la surveillance des frontières, échanger des renseignements et harmoniser les procédures pénales. Ces mesures permettent de mieux cibler les réseaux criminels et d'endiguer partiellement leur expansion. En parallèle, la mise en place de centres de détention spécialement conçus pour les narcotrafiquants engage une politique plus ferme, bien que contestée sur le plan des droits humains. Cette approche se traduit par un durcissement des peines et une surveillance accrue des activités illicites. D'un point de vue culturel, la figure de Pablo Escobar reste omniprésente dans l'imaginaire populaire colombien et international. Son nom est associé à des histoires racontées sous forme de récits, de chansons et de documentaires, souvent empreints d'un mélange de fascination et de répulsion. Nombreux sont les artistes et les intellectuels qui scrutent son impact, analysant comment la violence et le pouvoir s'entrelacent avec la pauvreté et l'exclusion. Cette permanence symbolique contribue à une réflexion critique sur les racines du conflit social
et les mécanismes qui favorisent l'émergence de personnages aussi controversés. En même temps, elle influence le tourisme et la médiatisation de la Colombie, parfois au risque de simplifier une réalité beaucoup plus complexe. La mutation des structures du trafic de drogue après la mort d'Escobar s'accompagne d'une diversification des acteurs et des territoires concernés. Là où le cartel de Medellín avait concentré une grande partie des enjeux, de nouveaux groupes tels que le cartel de Cali prennent le relais, plus discrets mais non moins puissants. Cette transition révèle une transformation du modus operandi des narcotrafiquants qui adoptent des pratiques plus sophistiquées, évitant les confrontations directes avec les autorités et optant pour des réseaux d'influence plus diffus. Cette évolution témoigne d'une adaptation constante aux pressions réglementaires et policières, influençant la dynamique du commerce international de la drogue. L'influence de l'État colombien et de la communauté internationale joue un rôle déterminant dans la gestion post-Escobar du phénomène du trafic de drogue. Les campagnes anti-drogue, souvent menées avec l'appui des États-Unis, combinent des stratégies de répression et des programmes de substitution des cultures illicites. Malgré des résultats mitigés, ces initiatives visent à réduire la dépendance économique des régions producteurs, tout en renforçant la légitimité des institutions. La complexité des interactions entre acteurs locaux, nationaux et étrangers souligne la difficulté de trouver des solutions durables face à un problème profondément enraciné dans des enjeux sociaux, économiques et politiques. Les transformations légales et sociales engendrées par la disparition d'Escobar contribuent enfin à un débat plus large sur la place du narcotrafic dans la société colombienne. Loin d'être un simple phénomène criminel, ce trafic est indissociable de contextes historiques marqués par l'exclusion sociale, la faiblesse des institutions et la violence politique. La lutte contre le trafic de drogue s'inscrit donc dans une perspective multifacette, appelant à une mobilisation globale englobant éducation, développement rural, amélioration des conditions de vie et renforcement des droits humains. Cette approche holistique reflète une prise de conscience progressive des limites des solutions purement répressives. Cette période post-Escobar ouvre également un espace pour des initiatives citoyennes qui tentent d'apporter des alternatives à la violence et au crime. Des organisations communautaires, des mouvements sociaux et des projets locaux participent à la reconstruction du tissu social dans les zones affectées. Leur action, souvent discrète mais persistante, vise à renforcer la cohésion sociale, promouvoir la culture de la paix et favoriser la réinsertion sociale des anciens acteurs du conflit. Ces efforts illustrent une dynamique de résistance et de résilience essentielle pour accompagner les processus de transition et de réconciliation nationale. Dans le même temps, la mémoire de Pablo Escobar suscite des questionnements éthiques et historiographiques importants. Son existence et ses actions posent des défis pour les chercheurs, qui doivent naviguer entre documents officiels, témoignages divers et représentations médiatiques souvent partiales. L'analyse critique de cette figure invite à dépasser les simplifications manichéennes et à comprendre les mécanismes historiques qui ont permis l'émergence d'une telle personnalité. Cette réflexion contribue à mieux appréhender les risques de glorification ou de stigmatisation et à envisager un récit plus nuancé et informé des enjeux sociaux et politiques. En conclusion, la disparition de Pablo Escobar ne représente pas seulement la fin d'un individu ou d'un cartel, mais le début d'une nouvelle phase dans la lutte contre le narcotrafic en Colombie. Cette lutte est multiforme, intégrant des dimensions sociales, économiques, juridiques et culturelles complexifiées par un héritage lourd et ambivalent. Cette période est celle des tentatives de reconstruction et d'adaptation, où l'État, la société civile et la communauté internationale doivent collaborer pour trouver des réponses durables. Cela invite à poursuivre l'exploration de ces enjeux dans les analyses à venir, afin de mieux comprendre les dynamiques actuelles et futures dans ce domaine. La mémoire collective et la culture populaire Pablo Escobar demeure une figure incontournable dans la conscience colombienne et dans l'imaginaire mondial. Son nom évoque une dualité profonde, oscillant entre l'image du criminel redoutable et celle d'un homme ayant réussi à incarner une forme paradoxale de héros populaire. Cette ambivalence se manifeste pleinement dans la manière dont son histoire est transmise au fil des décennies, à travers différentes formes de la culture populaire, du discours public et des débats historiques. Son héritage dépasse largement les frontières du temps et de l'espace, continuant d'alimenter réflexions, débats et représentations diverses. L'image de Pablo Escobar
est indissociablement liée à sa capacité à influencer et à façonner certains aspects de la société colombienne à une époque donnée. Son empire de la drogue a engendré une violence immense, déstabilisant l'ordre public et suscitant une crise profonde au sein de l'État. Cependant, parallèlement à cette violence, Escobar a construit une image de protecteur local, finançant des infrastructures, construisant des écoles et des terrains de football dans les quartiers populaires. Cette double facette nourrit une perception ambiguë, où la frontière entre mal et bien s'efface partiellement aux yeux d'une partie de la population, séduite par ses actes de générosité concrète. Au fil des années, les médias ont largement contribué à forger et à diffuser ce portrait complexe. La télévision, le cinéma et la littérature ont consacré de nombreux récits à la vie d'Escobar, mêlant faits historiques et légendes urbaines. La série télévisée la plus célèbre sur le sujet a popularisé une version dramatique mais aussi simplifiée de son histoire, amplifiant certains traits au détriment d'autres. Cette représentation a fait d'Escobar une icône presque mythologique de la lutte pour le pouvoir et la survie dans un contexte de corruption et de violence endémique. Ainsi, pour le public international, il est devenu l'archétype du baron de la drogue. Tandis que pour beaucoup en Colombie, il reste un symbole plus nuancé, chargé de contradictions. En littérature, les récits biographiques et les enquêtes journalistiques ont tenté de décrypter les mécanismes à l'œuvre dans la construction de cette figure. Les ouvrages les plus rigoureux mettent en lumière les réalités économiques et politiques qui ont permis l'émergence d'Escobar, insistant sur le contexte d'inégalité sociale et de faiblesse institutionnelle. Dans ces analyses, l'homme ne se résume pas à un simple criminel, mais apparaît comme le produit d'une époque troublée où des forces diverses se sont conjuguées pour créer un phénomène inédit. Cette approche contribue à dépasser le sensationnalisme pour offrir une perspective plus complète et plus critique. Le discours public en Colombie intègre également cette tension entre condamnation et fascination. Les commémorations officielles et les débats politiques insistent sur la nécessité de ne jamais oublier les victimes et sur l'importance de renforcer les institutions pour éviter la répétition de telles tragédies. Cependant, dans certaines régions, le souvenir d'Escobar persiste sous des formes plus populaires, où il est parfois perçu comme une figure quasi légendaire. Cette attitude résulte en partie des effets durables de ses actions sociales sur des communautés longtemps délaissées par l'État, engendrant un attachement affectif difficile à dissocier de son parcours criminel. La culture musicale a également joué un rôle non négligeable dans la diffusion de l'image d'Escobar. Certaines chansons populaires évoquent directement ou indirectement sa vie, ses exploits et son pouvoir. Ces références participent à la construction d'une mythologie urbaine où le narcotrafic est à la fois stigmatisé et sublimé. Ce phénomène n'est pas unique à la Colombie, mais retrouve des échos dans d'autres régions touchées par des phénomènes similaires, soulignant un trait universel de fascination pour les figures capables de défier l'ordre établi par la force ou le charisme. Dans le domaine académique, les études sur la mémoire d'Escobar explorent la manière dont la société construit et utilise ses souvenirs collectifs. La figure d'Escobar sert ainsi de prisme pour analyser les tensions sociales, économiques et politiques sous-jacentes à la Colombie contemporaine. Ces recherches montrent que le traitement de cette mémoire peut influer sur les processus de réconciliation et de construction de l'identité nationale. Elle souligne que les récits collectifs ne sont jamais neutres, mais participent activement à façonner la compréhension du passé et à orienter les choix futurs. Par ailleurs, le phénomène Escobar s'inscrit aussi dans une dynamique globale. À travers le monde, son nom est synonyme de pouvoir et de danger, mais aussi d'une forme de résistance face à des systèmes souvent perçus comme oppressifs. Cela explique pourquoi sa figure a inspiré des œuvres culturelles variées, allant des films hollywoodiens aux documentaires, en passant par les romans et les expositions artistiques. Cette diffusion internationale alimente un débat sur la responsabilité éthique des représentations, notamment en ce qui concerne le risque de glamouriser les activités illicites. La mémoire d'Escobar se trouve donc à la croisée de plusieurs discours et intérêts. Elle reflète autant les souffrances causées par la violence du narcotrafic que les aspirations sociales exprimées par certains segments de la population. La complexité de cette mémoire est ce qui justifie son caractère fascinant et sa pertinence durable. Elle invite à une réflexion approfondie sur la manière dont les héros et les anti-héros sont construits, sur les liens entre pouvoir,
criminalité et société, ainsi que sur les défis qui restent à relever pour construire un avenir plus stable. Enfin, la manière dont la mémoire d'Escobar continue de s'inscrire dans la culture populaire témoigne de l'importance des récits dans la construction identitaire. Ces récits, qu'ils soient médiatiques, littéraires ou musicaux, jouent un rôle essentiel dans la transmission des imaginaires collectifs. Ils offrent des outils pour comprendre les enjeux historiques et sociaux, tout en stimulant le débat public sur la nature même du pouvoir et de la justice. Dans ce contexte, étudier la réception de l'héritage d'Escobar permet de mieux appréhender les continuités et ruptures qui définissent la Colombie contemporaine. Ce point de vue ouvre la voie à une réflexion plus approfondie sur les mécanismes à l'œuvre dans la construction des mémoires nationales et des cultures populaires, ce qui sera abordé dans la suite de notre exploration. Réflexion sur un personnage controversé. Pablo Escobar demeure une figure qui divise profondément l'histoire contemporaine. Né en Colombie, il est souvent considéré à la fois comme un criminel impitoyable et comme une sorte de Robin des Bois moderne. Sa trajectoire soulève de nombreuses questions sur la nature du pouvoir, de la violence et de la légitimité sociale. Comprendre cette complexité demande de dépasser les clichés pour s'intéresser aux contextes économiques, sociaux et politiques de son époque. Issu d'un milieu modeste, Escobar a rapidement su exploiter les failles d'un système corrompu et fragile. Sa montée fulgurante dans le trafic de drogue repose autant sur son sens des affaires que sur sa capacité à manipuler les réseaux institutionnels. Sa stratégie n'était pas seulement fondée sur la terreur, mais aussi sur des actions de redistribution à l'échelle locale, lesquelles lui valurent un appui populaire inattendu dans certaines régions de Colombie. Cette dimension collective déroute souvent les analyses simplistes qui le réduisent à un simple mafieux. Les mécanismes grâce auxquels Escobar consolida sa puissance comprennent une gestion hors norme des relations humaines et un contrôle strict des ressources. Il finança la construction de logements, d'écoles et d'infrastructures publiques, créant ainsi une image d'autochtones généreux. Toutefois, ces gestes philanthropiques ne sauraient occulter la brutalité exercée sur ses ennemis et la société plus large, où la violence et la corruption furent des instruments permanents. Cette dualité éclaire la difficulté à catégoriser un personnage aux multiples facettes. Sur le plan politique, Escobar tenta de jouer un rôle officiel en se présentant aux élections. Cette incursion dans la sphère institutionnelle fut brève, mais elle témoigne de sa volonté d'ancrer son influence dans la légitimité démocratique, malgré ses activités illégales. L'ambivalence de sa figure réside aussi dans cette tentative paradoxale de conjuguer pouvoir illégal et légitime. Elle soulève des débats sur la nature du pouvoir et sur les limites entre légalité et réalité sociopolitique dans certains contextes. L'histoire d'Escobar ne peut être dissociée des transformations majeures de la Colombie au XXe siècle. La croissance démographique rapide, l'urbanisation, les inégalités économiques et la faiblesse des institutions créèrent un terreau fertile à l'essor des trafiquants. Dans ce contexte, il devint à la fois une source d'emploi et une menace pour la stabilité. Son influence dépassa largement les frontières nationales, affectant la politique internationale et les politiques anti-drogue qui prirent une ampleur sans précédent. Les mythes entourant Escobar, amplifiés par les médias et la culture populaire, participent aussi à sa légende. Certains le voient comme un héros des opprimés, d'autres comme un monstre de la criminalité. Ces récits contradictoires reflètent souvent les attentes et les projections des différents groupes sociaux. La construction de sa figure publique mêle faits documentés et éléments largement romancés, rendant nécessaire une approche critique et distanciée. Les conséquences de son empire criminel furent multiples et durables. La guerre qu'il mena contre l'État colombien provoqua des milliers de morts et déstabilisa les institutions. Elle eut aussi des répercussions économiques, avec des phénomènes de blanchiment d'argent et une inflation de la violence. Cependant, certains territoires connaissent encore aujourd'hui des impacts positifs issus d'investissements réalisés à cette époque, témoignant de la complexité du bilan d'Escobar. L'étude de sa vie invite à réfléchir sur les limites de la moralité dans les sociétés en crise. Elle interroge également les mécanismes par lesquels des figures illégitimes peuvent atteindre un pouvoir et une influence comparable à celle des autorités. Escobar symbolise à la fois la défaillance étatique et la capacité d'adaptation de certains acteurs au sein de systèmes fragiles. Sa trajectoire
est un objet d'analyse fertile pour comprendre les tensions entre ordre et désordre. Par ailleurs, la dimension internationale de son activité montre l'interconnexion des marchés de la drogue et des sphères politiques. Les relations entre les États-Unis et la Colombie, notamment en matière de lutte antidrogue, furent profondément modifiées par la pression exercée sur Escobar et son organisation. Cette dynamique illustre comment des réalités locales peuvent influencer les politiques globales, dans un processus souvent marqué par des compromis complexes et des conséquences imprévues. Aborder l'histoire d'Escobar sans jugement émotionnel permet de saisir la portée historique de son action. Il ne s'agit pas de justifier ses actes, mais d'intégrer les conditions dans lesquelles ils ont pris place. Cette distance critique ouvre une fenêtre sur les mutations d'une société en proie à de profondes contradictions, où se mêlent violence, criminalité, mais aussi solidarité et quête de légitimité. La compréhension de ce contexte enrichit la perception du personnage au-delà des récits simplifiés. Ainsi, le portrait d'Escobar se dessine à travers une multiplicité de regards et d'interprétations. Il reflète les paradoxes d'une époque troublée et offre une étude de cas sur les interactions entre pouvoir, violence et légitimité. Cette plongée dans son histoire éclaire plus largement les processus historiques qui forgent les figures controversées et la manière dont elles sont intégrées ou rejetées par la société. Le défi consiste à maintenir une lecture nuancée, fidèle aux faits et attentive aux dimensions symboliques. Ces réflexions invitent à dépasser l'image figée d'un tyran ou d'un héros simplifié pour questionner le rôle des acteurs dans des environnements instables. Elles montrent que les récits historiques doivent composer avec les réalités sociales complexes et les contradictions humaines. Comprendre Escobar ne revient pas à choisir un camp, mais à reconnaître la diversité et la profondeur des enjeux qui ont traversé sa vie et son temps. Cela exige patience et rigueur, qualité indispensable dans toute démarche critique. En conclusion, cette analyse offre une approche équilibrée, évitant l'écueil des jugements hâtifs. Elle met en lumière l'antagonisme entre l'image de diable et celle de figures populaires qui ont marqué la postérité. En tenant compte des faits et des perceptions, elle contribue à enrichir la mémoire collective et à nourrir une réflexion sereine sur un épisode clé de l'histoire colombienne. Cette perspective prépare ainsi la compréhension des développements contemporains liés à la criminalité organisée. La transition vers les problématiques actuelles permet d'aborder les défis auxquels la Colombie fait face aujourd'hui, notamment en matière de réconciliation, de reconstruction et de lutte contre les inégalités sociales. L'héritage d'Escobar reste présent, autant dans les souvenirs que dans les structures politiques et économiques. Il constitue un point de départ pour explorer les évolutions récentes et les perspectives futures, poursuivant ainsi la réflexion avec sérénité et discernement.